Bonjour à tous. La Tunisie a connu des élections libres pour la première fois de son histoire le 23 octobre dernier. Les questions politiques ont tendance à monopoliser les débats, alors que la question économique et sociale a été à l'origine des changements. C'est sur cet aspect crucial que nous débattrons aujourd'hui. En effet, l'émission en question propose un état des lieux de la situation économique tunisienne. Les chiffres économiques, nous y reviendrons, sont alarmants. Nous chercherons à comprendre pourquoi. Nous analyserons en détail les questions d'emploi, de pouvoir d'achat, de développement régional, de réforme de l'enseignement, de formation, etc. Bref, les attentes de tous les Tunisiens. Pour débattre avec nous, M. Nabil Maaloul, PDG de la Gulf Merchant Bank, M. Monsef Chikrouhou, économiste et professeur à HEC, spécialiste des questions de développement régional, et M. Radi Meddeb, chef d'entreprise et président de l'IPMED, un institut de prospective économique. Et pour mener le débat avec moi, M. Antoine Saillant et M. Frédéric Dors, journaliste économiste. La Tunisie a souvent été présentée comme un modèle pour les pays en développement. Nous avons fait un état des lieux sous forme de reportage. 18 novembre 2008, à Tunis, Dominique Strauss-Kahn, alors patron du FMI, est reçu par le président Ben Ali. À l'issue de la rencontre, il déclare à la télévision tunisienne que malgré la crise, l'économie du pays va bien. Je m'attends à une croissance économique pour la Tunisie qui sera forte encore cette année. La politique économique qui est conduite est saine et je pense que c'est un bon exemple à suivre pour beaucoup de pays qui sont des pays émergents comme la Tunisie. Effectivement, en 2008, les indicateurs sont au beau fixe. Le pays connaît une croissance de plus de 5%. L'économie tunisienne est alors considérée comme l'une des plus compétitives de tout le continent africain. L'heure est à la libéralisation sans limite. L'accord de libre-échange avec l'Union européenne entre en vigueur. Ben Ali privatise plus de 200 entreprises. Rien alors ne permet d'entrevoir le renversement d'un régime en place depuis 22 ans. Pourtant, dès 2008, certains événements révèlent le malaise profond qui touche toute une partie de la société tunisienne. 2 mois après la visite du patron du FMI, éclate la révolte des mineurs du bassin minier de Gafsa, le conflit social le plus dur qu'ait connu le pays depuis les émeutes du Pin de 1984. Une région riche en phosphate à 350 km au sud-ouest de Tunis. Cette partie du pays est durement frappée par le chômage et la pauvreté. Les ouvriers réclament de meilleures conditions de vie, une meilleure rétribution des richesses et dénoncent le clientélisme du système Ben Ali. Comme d'autres régions, le bassin minier ne fait pas partie des plans de développement économique du pays. Un sentiment d'injustice s'exprime dans cet extrait du communiqué publié pendant le conflit par les membres de l'Union locale du travail de Redeyef. Hommes libres, à un moment où notre jeunesse souffre du dénuement, de la pauvreté et du chômage, les villes du Sahel reçoivent usines et établissements dans lesquels personne ne travaille. Notre jeunesse, nos filles, nos familles sont obligées d'émigrer et de se disperser à la recherche d'un emploi. Où est notre part du développement ? Quelle est notre part de la richesse nationale ? Où est la juste rétribution de notre participation à la construction de la nation et de son économie après plus de 50 ans ? Rapidement, des milliers de jeunes diplômés chômeurs se joignent à la contestation qui gagne le sud du pays. Ils prennent la tête d'une révolte étouffée par les médias proches du pouvoir et durement réprimée par la police. Les causes de ce conflit social sont les mêmes que celles qui conduiront à la chute de Ben Ali 2 ans plus tard. En décembre 2010, c'est de l'intérieur du pays, des régions les plus déshéritées que par la contestation. À Sidi Bouzid, Gafsa, Tozeur ou Kassérine, le taux de chômage atteint 25%, alors que la moyenne nationale est de 13%. Ces régions ne profitent pas des bénéfices du tourisme et de l'activité économique du pays. La misère est criante, les infrastructures publiques manquent, les investissements privés sont inexistants. À ces fortes disparités régionales s'ajoute un ras-le-bol du pouvoir en place. Un président corrompu dont la famille contrôle tous les secteurs de l'économie, hôtellerie, BTP, banque. Le mécontentement finit par gagner toutes les classes de la société. Le 17 décembre 2010, Mohamed Bouazizi, un jeune diplômé vendeur ambulant à Sidi Bouzid, se voit confisquer sa marchandise par les autorités. Il s'immole par le feu. S'ensuivent 4 semaines de manifestations. Le 14 janvier 2011, Ben Ali prend la fuite et se réfugie en Arabie Saoudite. L'état d'urgence est décrété par le gouvernement transitoire. 300 personnes auraient trouvé la mort dans ce soulèvement. Aujourd'hui, après 9 mois de troubles, le pays se dote d'institutions politiques légitimes. Néanmoins, sur le plan économique, tout reste à faire. Le chômage touche 19% de la population et la Tunisie doit encore regagner la confiance des investisseurs étrangers.
Les indicateurs viennent d'être rappelés et ils ne sont pas brillants. Sommes-nous face à une véritable crise économique, si je crois? Elle est économique, puisque quand on regarde les chiffres, le chiffre cité par Dominique Strauss-Kahn, à l'époque patron du FMI, il parlait d'une émergence avec 5% de croissance. 5% de croissance, ce n'est pas l'émergence. L'émergence commence quand tout le monde dans un pays commence déjà à travailler, quand les exportations de ce pays dépassent les importations, quand la distribution des richesses permet à ce moteur de continuer à exister. Or, le taux minimum nécessaire pour que tout le monde trouve un travail est de 6,5 à 7%. La Tunisie était bloquée. Bloquée par quoi? Par la mauvaise gouvernance. Certains disent la corruption, oui, qui fait partie de la mauvaise gouvernance. Les études de la Banque mondiale ont montré que tous les pays de la région Afrique du Nord, Moyen-Orient, où la gouvernance est mauvaise, perdent tous les ans 3% au minimum de taux de croissance qui va en l'air. Donc 5 plus 3, ça fait 8. Tiens, on dépasse les 6,5 ou 7% nécessaires. Ce sont les conditions d'émergence. Le peuple tunisien a donné la possibilité à la Tunisie de récupérer leurs 3% par la politique, mais aussi par l'économie et aussi par la société. Pourquoi on a découvert cette situation après les événements? Avant les événements, justement, on avait à répétition des résultats, des indicateurs qui tout le temps étaient ouverts, la Tunisie était une vitrine, était un modèle. On parle aujourd'hui, là vous parlez de 14%, vous avez parlé de Tozeur avec un taux de chômage de 25%, mais on ne voyait jamais, même avant le 14 janvier, ces chiffres officiellement. On parlait toujours d'un taux de chômage qui était voisin, je dirais, de 10 ou de 13%. Et là, ce sont les chiffres officiels. Ce sont les chiffres officiels. Donc réellement, ces taux de chômage, je dirais, anormaux, existaient, mais les gens faisaient avec. Donc il est vrai que le pays avançait, il est vrai qu'on montrait une certaine performance, l'ancien patron du FMI, on est témoin, ou plutôt ses déclarations sont témoins, mais le pays fonctionnait, entre autres, avec une économie parallèle, et toute économie parallèle a ses limites. Donc on ne se rend compte de cette économie parallèle que si on se déplace un peu vers le sud de la Tunisie, si on se déplace un peu vers le centre de la Tunisie. Et cette transition politique ou cette révolution, ou appelez-la ce que vous voulez, a permis de mettre à jour ces chiffres flagrants et de dénuder, je dirais, l'état physique de chaque personne ou de chaque opérateur économique. Monsieur Meddeb, la même analyse? Non, avec des nuances. Avec des nuances. Je voudrais dire d'abord que la Tunisie, c'est vrai, elle a connu une croissance. Elle n'était pas de 5%. Les dernières années, la Tunisie a été heurtée, comme tout le monde, par la crise économique et la crise financière internationale. La croissance y était, mais elle était plutôt de l'ordre de 3-4%. Mais la croissance, et c'est là où tout le monde s'est trompé, la croissance ne fait pas le développement. Il y avait de la croissance, mais cette croissance ne bénéficiait pas à tout le monde de la même manière. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour faire du développement, justement? Il faut d'abord de la bonne gouvernance. Et l'un des éléments pour lesquels la croissance n'a pas fait le développement, c'est que j'ai fait des calculs avec mes équipes, etc. Et on s'est rendu compte qu'il y a au moins 2 points de croissance annuels qui étaient prélevés par la famille et les clans autour de Ben Ali. Donc en fait, quand la croissance était de 5%, et que le clan prélevait 2% annuellement, il en restait 3 dans un pays qui a maîtrisé son croît démographique. Et concrètement, on en fait quoi de ces 2 points de croissance maintenant? À quoi ils servent? Non, d'abord les 2 points de croissance, ils n'y sont plus aujourd'hui. Ils n'y sont plus parce que la situation s'est dégradée depuis le 14 janvier. Et je voudrais quand même revenir à ce que je disais, mais il n'y a pas que le dilemme de croissance versus développement. Il y a aussi le problème des inégalités et de l'absence de solidarité qui a caractérisé le modèle de développement sur les 20 dernières années. Et l'absence de solidarité, elle est multiple. Elle est d'abord au niveau régional. On l'a vu au niveau du reportage, certaines régions sont à 25% de taux de chômage, pendant que la moyenne nationale est à 13%. Les statistiques, encore une fois, disent tout sauf l'essentiel. Parce que même quand c'est 25% comme ça cache d'autres disparités. Ça cache les disparités de genre entre hommes et femmes. Les femmes sont plus frappées par le chômage que les hommes. Ça cache une disparité entre niveaux de diplôme. Curieusement, plus on allait vers des diplômes élevés en Tunisie, plus on allait droit dans le mur en termes de chômage. Parce qu'il y avait
une inadéquation entre les produits de la formation et de l'éducation et les besoins de la société en capital humain. Ça, on le verra un peu plus tard dans un autre reportage. On va y revenir à ça. Justement, là, on est d'accord sur un constat sur l'état des lieux. La Tunisie, effectivement, avait un taux de développement avec une partie qui était dérobée par la famille du président. Aujourd'hui, elle est dans une situation à un taux de 0,5 développement. Vous me corrigez si... Attendez, si vous permettez, avant d'arriver à cela, je voulais conclure sur l'intervention de l'ancien directeur général du FMI, parce que vous avez posé la très très bonne question en ouvrant. Pourquoi n'a-t-on pas vu venir ? Je suis désolé, mais nous sommes très nombreux en Tunisie qui trouvons que ceci a trop tardé. Et sans jeter la responsabilité sur l'extérieur, il est important de illustrer ce qu'a dit Dominique Strauss-Kahn, ce qu'ont dit des chefs d'État qui ont toujours vu en la Tunisie un dilemme entre les talibans et la dictature. Le choix était ça pour les partenaires de la Tunisie. Or, ceci a coûté cher à la Tunisie. Nous, en Tunisie, nous savions que ce n'était pas le bon choix, que le bon choix était le choix de la démocratie et de l'équité sociale dont parlait Ravi. Or, le rôle des institutions financières internationales, le rôle des certificats, le rôle des partenaires et amis, entre guillemets, de la Tunisie a été énorme puisqu'il a retardé d'au moins 10 ans la transition démocratique qui était nécessaire. Et c'est ce qui a fait que lors de du premier mois de la Révolution, la Tunisie a perdu 2 milliards de dollars de manque à gagner, 2 milliards sur 40 milliards de dollars de produit intérieur brut. Ça fait 5%, qui est le taux de croissance annuel avant la crise. D'accord ? Et aujourd'hui, nous en sommes à plus quelque chose. Au-delà de l'environnement politique et de la responsabilité de la communauté internationale et des institutions financières internationales, dans le fait que la gravité du mal tunisien a été occultée ou laissée de côté pendant des années parce qu'il fallait présenter à la face du monde un modèle de développement économique performant sur le continent africain, je voudrais revenir sur des questions centrales et qui ont trait à la politique économique. Vous avez mis en avant la nécessité d'avoir une bonne gouvernance. Personne ne peut vous contredire sur ce point-là. Mais est-ce que les objectifs stratégiques de développement suivis par la Tunisie depuis l'indépendance étaient les bons? Au-delà de la gouvernance, qui n'a pas été bonne, tout le monde le sait, on pourrait discourir pendant longtemps sur les chiffres, sur l'impact de cette mauvaise gouvernance, sur la croissance, sur la création d'emplois, mais est-ce qu'il y a des objectifs stratégiques de développement qui ont été définis en Tunisie? Est-ce qu'ils étaient les bons? Est-ce que, indépendamment de la mauvaise gouvernance, est-ce que la Tunisie aurait pu se développer à marche rapide avec les objectifs et les décisions stratégiques qui ont été prises? Je ne pense pas que l'on puisse mettre dans le même panier ce qui a été fait sur les 50 dernières années. Même si sur le plan politique, les 50 dernières années ont manqué de démocratie, ont manqué d'association des populations à la prise en charge de leur destin. Sur le plan économique et sur les choix stratégiques qui ont été faits, il y a quand même des différences importantes. Ce qui m'a fait dire au lendemain du 14 janvier que la révolution est un peu une revanche posthume de Bourguiba sur Ben Ali. Parce que cette révolution, sans m'attarder là-dessus, elle aura été la révolution des jeunes éduqués, utilisant les outils de la modernité, avec une participation importante des femmes. Or, ce sont là 3 éléments de la politique du président Bourguiba. L'émancipation des femmes, le fait de donner à la femme tunisienne un statut privilégié, une exception positive dans le monde arabe et dans le monde musulman 55 années plus tard, est un élément fondamental. L'éducation, l'investissement dans l'éducation. La Tunisie a toujours réservé 7% de son PIB, soit 22% de son budget en moyenne à l'éducation. C'est colossal. Et ça a été un bon choix. Et le troisième élément, c'est l'entrée de la Tunisie dans la modernité. Bourguiba avait initié l'entrée de la Tunisie dans la modernité, que ce soit au niveau du code du statut personnel et de la famille, que ce soit au niveau de l'éducation, que ce soit au niveau du planning familial, bien d'autres réformes aussi. Donc, les choix, on ne peut pas les mettre dans le même panier. Les choix économiques maintenant, puisque vous parlez des choix économiques. La Tunisie est un petit pays.
les alternatives en matière de choix économiques ne sont pas infinies. Le développement de la Tunisie passe nécessairement par une insertion dans des espaces économiques plus larges. Ces espaces économiques sont dans le désordre. Le Maghreb et l'Europe, dans sa composante Europe du Sud et Méditerranée. Donc ce sont là des choix inéluctables. Et heureusement que la Tunisie en 1995 a signé les accords de libre-échange avec l'Union européenne. Parce que, à défaut de véritables politiques économiques, parce que quand vous disiez les choix fondamentaux de la Tunisie, j'avais envie de vous dire quels choix économiques fondamentaux. Mais la Tunisie n'a jamais décliné. Précisément, Ben Ali a réduit la classe politique à une classe de technocrates au service de sa politique et de sa turpitude. Et donc il n'y a pas eu de choix. Heureusement que les accords de libre-échange ont été signés parce qu'ils se sont substitués à une politique économique déficiente. Et ils ont permis d'accroître la compétitivité de l'entreprise tunisienne, mais ils ont été strictement insuffisants. Il n'y a pas eu de décision, de choix stratégique en matière de développement régional. On n'en a pas parlé, mais dans les solidarités qui ont fait défaut sur les dernières années, je parlais des solidarités entre régions, et elles sont multiples, l'absence de solidarité entre les régions. Justement, qu'est-ce que vous en pensez? Justement, il ne fallait pas nous inviter tous les deux parce qu'on va être d'accord, donc c'est pas très intéressant pour le téléspectateur. Mais je voudrais peut-être insister sur le point suivant. Si la clique de l'ancien président a coûté 2% par an à la Tunisie, ça c'est en termes de ce qu'elle a détourné dans son intérêt. Mais en faisant ça, elle contribue à mettre au point un système inefficient du point de vue économique qui a coûté beaucoup plus cher en termes d'opportunités ratées. Aujourd'hui, nous sommes face à une situation où on parle de 25% de taux de chômage. Dans les commissions d'analyse du chômage des diplômés de l'enseignement supérieur, on arrive à des chiffres de 36%, de 40%. Vous parlez d'opportunités ratées. Ça va être le sujet. Voilà. Ça va être notre sujet après le reportage. Non, ce que je veux dire, pour parler des choix économiques de la Tunisie, c'était des choix qui ont beaucoup oscillé. Sous Bourguiba, il y avait des choses absolument merveilleuses qui étaient faites, l'harmonisation de la Tunisie, on s'est débarrassé d'une Tunisie tribale, on oublie ça, il y avait un risque de tribalisation, on en parle pour la Libye, une modernisation, mais il y a eu aussi des choses qui ont coûté très cher à la Tunisie. D'abord, M. Bourguiba a eu un régime qui a duré trop longtemps. Trop longtemps. On ne peut pas continuer à diriger tout seul. Deuxièmement, il n'a pas diversifier les débats économiques. En 69, il a orienté la Tunisie vers un socialisme par force, collectivisation forcée. En 70, il a appelé M. Nuira, gouverneur de la Banque centrale à l'époque, et c'était l'ouverture totale, l'exportation, etc. Donc, tous ces changements, tous ces tâtonnements ont coûté cher à la Tunisie. Et quelle est la solution? La solution est de demander au peuple ce qu'il pense dans des structures démocratiques, élues, qui choisissent l'intérêt. Amartya Sen en Inde a montré que depuis que l'Inde est devenue une démocratie parlementaire, la famine a disparu de l'Inde. Donc la démocratie n'est pas un luxe. Justement, avant de revenir au point crucial qui est celui des chômages, je voudrais avoir l'avis de M. Nabil Mahaloud. Est-ce que vous êtes aussi d'accord avec eux sur cette rétrospective, sur les choix économiques? Je partage leur avis entièrement. Par contre, je rajouterai juste un petit détail, c'est que Ben Ali n'est pas un individu, Ben Ali est un système. Et pour moi, je dirais un manque de clairvoyance, ou plutôt une erreur de stratégie dans tel ou tel domaine, n'était pas seulement la responsabilité du président, mais était la responsabilité de tout responsable auprès de n'importe quelle, je dirais, entité économique tunisienne. Des erreurs, il y en a eu, on peut parler de détails dans le domaine des droits de l'homme ou autre, mais il y a eu quand même de graves erreurs au niveau de l'éducation. C'est ce qui crée aujourd'hui, je dirais, ce chiffre alarmant de chômeurs, surtout diplômés. Donc on a fait une erreur stratégique qui consistait à faire plaisir aux familles, octroyer des diplômes à des gens qui, je dirais, ne valaient pas vraiment d'avoir des diplômes, et en fabriquer en d'autres termes indirectement des wagons et des wagons de chômeurs diplômés. Ça, c'était un premier point.
On n'a pas fait aussi le choix stratégique d'investir dans de la formation en fonction de certains secteurs porteurs, entre guillemets. Secteur porteur, il fallait faire un mapping, ou plutôt une sorte d'évaluation des opportunités que notre Tunisie, au milieu du bassin méditerranéen, nous offrait. Et on s'est entêté à ne pas sortir des sentiers battus, à rester dans le tourisme de masse, à rester dans une petite agriculture qui, ne procurait que 4 à 7% du PIB. Et on a fait en gros que du surplace, et comme le monde avançait, on revenait en arrière. Donc, il s'agissait d'erreurs stratégiques, certes, mais par un système où nos technocrates et nos responsables ont préféré, faire l'hypocrite et dire oui à un système au lieu de prendre des responsabilités et faire changer les choses sans pour autant faire de la politique. Parce que là, c'est de l'économie politique et non pas de la politique de famille ou de belle famille. Voilà en gros ce qui s'est passé. On revient justement sur le point crucial, celui du chômage. Un reportage sur ce cas aberrant des diplômés à travers toute la Tunisie et qui sont chômeurs. Ces jeunes Tunisiens sont au chômage. Chaque jour, ils sont plus de 500 à défiler devant ce bureau de l'Agence nationale pour l'emploi. Ils viennent s'inscrire pour percevoir une allocation chômage de 200 dinars par mois, 100 €, créée après la Révolution. En Tunisie, les jeunes diplômés chômeurs représentent environ 30% de la masse totale des demandeurs d'emploi, 200 000 sur un total de 700 000. Une situation qui ne cesse de s'aggraver depuis plus de 10 ans. Non seulement leur nombre n'a cessé de croître, mais il s'avère que plus les Tunisiens sont qualifiés, moins ils ont de chances de trouver un emploi. Entre 2001 et 2007, le taux de chômage pour les diplômés du supérieur a doublé, passant de 10 à presque 20%. A l'inverse, les non-diplômés s'en tirent mieux avec un taux de chômage qui a baissé de moitié. Celui des diplômés du secondaire est pratiquement resté stable. Chaque année, on estime à environ 70 000 le nombre de jeunes diplômés qui sortent des universités tunisiennes. La moitié d'entre eux ne trouveront pas de travail. Ils devront attendre en moyenne 2 ans et demi avant de décrocher un premier emploi. Le constat est amer pour le pays qui a toujours vanté les mérites de son système éducatif. Un véritable désenchantement pour de nombreuses familles tunisiennes qui espéraient voir réussir leurs enfants ayant un bac +4, +5 en poche. Peu de perspectives d'avenir donc pour ces jeunes qui font face à une économie en crise. Les investissements étrangers ont baissé de près de 25% cette année. Le tourisme emploie 450 000 personnes. Il est en forte baisse depuis la chute de Ben Ali. Quant à la croissance, elle atteindra péniblement 1% en 2011 contre 3,7% en 2010. Pour sortir de cette déprime économique, la Tunisie va sans doute devoir rompre avec un système mis en place durant 24 ans par le régime Ben Ali. Un système où la corruption coûtait entre 1,5 et 2 points de croissance par an. Une économie au service de grandes multinationales étrangères et dont les bénéfices profitaient aux oligarques du régime. Le modèle économique a été bâti sur la sous-traitance, le tourisme, les banques, le foncier, le commerce et la distribution, des secteurs qui génèrent peu d'emplois. En 2010, la moitié de la population active était concentrée dans le commerce et les services et seulement 17% dans le secteur de la pêche et de l'agriculture. Les secteurs à valeur ajoutée et nécessitant une main-d'œuvre qualifiée comme l'agriculture, l'informatique, l'électronique, la recherche ou encore la gestion des énergies renouvelables ont été négligés. Autre point négatif, la création de PME n'a pas été encouragée. Par ailleurs, pendant des années, les faibles salaires ont été un frein au développement d'une classe moyenne avec un véritable pouvoir d'achat. Maintenant que la Tunisie est à la limite de la récession, la question qui se pose est celle du modèle économique. Quel mécanisme le pays doit-il mettre en place pour créer des emplois et renouer avec la croissance ? Voilà ce qui confirme des erreurs stratégiques, justement aussi entre formation et emploi. On va revenir à ce point, M. Nabil Mahloul, justement, que vous avez évoqué. Tout à fait. Votre reportage parle encore une fois donc, de ces taux de chômage élevés. Ces taux de chômage élevés sont là parce qu'on a créé durant des années donc, des diplômés par wagon. Et on n'a pas su les préparer, je dirais, à cet avenir avec ces mutations technologiques, avec ces changements continus, soudains ou autres. On n'a pas su les préparer ou il n'y avait pas d'offres adaptées? On n'a pas su les préparer. Je vais vous dire pourquoi. Parce que lors de la dernière décennie, les postes, je dirais, de responsabilité en termes de planification au sein des ministères n'étaient pas purement donnés à la méritocratie.
Donc on s'est retrouvé avec des gens qui ne savaient pas ce qui se passait en dehors de leur Tunisie, en dehors de leur, je dirais, circonscription, et qui ne seraient jamais capables de prévoir l'avenir. Or, ce qu'il fallait faire, c'est être dans la mouvance, être renseigné de ce qui se passe, faire un mapping pour savoir en gros quel avantage concurrentiel nous avons dans tel ou tel secteur, parce que, encore une fois, on est resté sur le tourisme et rien que le tourisme, un petit peu de sous-traitance dans tout ce qui est produits électroniques ou autres. Du service financier aussi. Entre autres services financiers, il y a eu l'initiative du centre financier donc international à Tunis. Encore une fois, c'est une erreur stratégique qui était purement structurée par des gens qui ont ramené le dossier à la présidence tunisienne. Mais revenons plutôt à notre sujet. Donc là vous dites qu'on a mal formé, en quelque sorte, les étudiants et qu'on les a pas orientés vers la valeur ajoutée, vers ce qu'ils pouvaient apporter en plus. J'irai encore un peu en avance, parce que former doit être fait sur la base, je dirais, de direction. Donc, quand on sait quel est, le secteur qu'on souhaite développer, on se donne les moyens pour former, on se donne les moyens pour préparer, je dirais, tout ce qui est investissement, parler de support fiscal, parler de support financier ou autre. Parce que le rôle de l'État, entre autres, c'est de créer des opportunités d'affaires. Et créer des opportunités d'affaires, ce n'est pas mettre les Trabelsi face, je dirais, à une autre famille. Non, c'est créer l'infrastructure, c'est préparer les neurones de demain, c'est former la main-d'œuvre de demain, tâter le terrain pour tel ou tel marché. Et tout ça constitue ce qu'on appelle, je dirais, créer des opportunités d'affaires. Préparer les neurones de demain, justement. Oui, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, j'en pense beaucoup de bien, mais avant d'y arriver, il faudrait quand même faire l'état des lieux de la politique du système Ben Ali, là-dedans, qui nous a amené à cette situation. Bourguiba, avant de partir, même vieillissant, il avait encouragé la création par le ministre du Plan et des Finances de l'époque, M. Mansour Moala, du commissariat général au développement régional, qui était dirigé par un économiste tunisien de renom, qui a dû quitter la Tunisie aussi, Monder Gargouri, pour travailler au FADES à Koweït. Et qu'est-ce qu'il a fait, Monder et son équipe? Eh bien, ils se sont dit, la Tunisie, c'est 7 grandes régions. Les régions de la côte ont bénéficié de l'investissement, de l'amélioration de la qualité de la vie, des infrastructures, etc., des hôtels. Et puis les régions de Kroumiri, les régions de l'ouest et les régions du sud n'ont pas bénéficié de tout cela. Donc ils ont, de manière volontariste, travaillé sur des plans régionaux qui consistaient à permettre à ces régions qui n'ont pas bénéficié suffisamment de croissance, à atteindre des taux de croissance supérieurs à ceux de Tunis sous Sfax. C'était le résultat qui était atteint. Or, malheureusement, quand Ben Ali est arrivé, tout ce système a été enfermé, a été balayé. Pourquoi? Parce que ce surplus, ces richesses, devait servir un autre objectif, autre que le développement de la nation. Mais alors, concrètement, que suggérez-vous avant de procéder à une planification du développement sur les 10, 20 ou 30 prochaines années? Que faut-il faire? Faut-il commencer par faire un véritable audit économique et social de la Tunisie pour identifier les besoins pour lesquels il y a une urgence absolue à apporter des réponses, ou bien faut-il commencer par définir tout de suite des priorités d'action pour répondre à la demande sociale et notamment à celle des sans-emploi? Oui. Tout est à faire en même temps. Et tout aurait dû commencer à être fait depuis le 14 janvier en même temps. Et toute la difficulté de l'exercice pour des hommes politiques qui ont été au pouvoir et qui le seront demain, et d'autres encore, c'est de trouver la bonne mesure et la bonne articulation entre le temps court et le temps long. Le temps court est nécessaire pour apporter des réformes et des actions, mener des actions qui soulagent le quotidien des populations. C'est inéluctable. On ne peut pas dire aux populations, attendez, on va faire un audit. Comme on nous dit actuellement, attendez, on va écrire la Constitution. Comme on nous a dit pendant les 9 derniers mois, attendez, on est en train de préparer la transition. Les gens n'attendent pas. Les gens ont fait la révolution pour lutter contre le chômage. Que faut-il faire justement par rapport à ces priorités à court terme? Par rapport aux priorités à court terme, il faut donner des raisons d'espérer aux populations et il faut montrer qu'il y a des solutions que l'on peut apporter. C'est très simple. Sur quel secteur on s'appuie? Sur tous les secteurs.
Sur tous les secteurs. Donc on ne change rien, Ben Ali. On garde la même chose. Non. Qu'est-ce qu'on fait? Non. C'est-à-dire il faut s'attaquer à tous les secteurs en même temps. Tous les secteurs. Nous héritons d'une société, d'une économie malade, gangrénée, où les réformes n'ont pas été menées depuis 15 ans. On n'a rien fait. On n'a fait que de la cosmétique pour éviter de s'attaquer aux problèmes de fond. Écoutez, depuis 8 mois à peu près, je suis citoyen tunisien. J'étais heureux de constater le bouillonnement politique qu'il y avait au lendemain de la Révolution. 100 et quelques partis légalisés, 100 et quelques autres refusés, encore une centaine dans l'antichambre de la légalisation. C'est un bouillonnement politique dont on peut se féliciter parce qu'il prouve que le peuple a envie de prendre son destin en main. Mais face à cela... Très peu de programmes économiques concrets. Très peu de programmes économiques. Donc, je me suis attelé personnellement avec une équipe autour de moi à imaginer un programme économique qui est là et que nous allons diffuser à partir de la semaine prochaine, que nous allons médiatiser à partir de la semaine prochaine. Ensemble, construisons la Tunisie de demain, faite de solidarité, de modernité et d'efficacité. Monsieur Mahloul, je reviens à la même question. Quelles sont les solutions, les priorités concrètes, les projets à court terme qu'on peut mettre pour relancer cette économie? Vous savez, vous avez parlé d'urgence. L'urgence, c'est ce qu'on doit faire immédiatement. Moi, je dirais plutôt hier. Et je partage entièrement l'avis de Sir Ahmed. Il y a deux aspects. Il y a l'aspect immédiat et l'aspect qui prépare l'avenir. Et les deux doivent être menés en même temps. Mais avant de parler de mapping, de plan, et avant de parler d'immédiat, je pense que la priorité des priorités, c'est d'avoir au moins une sorte d'harmonie et de paix nationale, de paix sociale, et de ramener la souveraineté de l'État. Aujourd'hui, les institutions sont bafouées. Aujourd'hui, il n'y a plus respect des droits, que ce soit réellement des employeurs, des institutions ou autres. Et dans ce flou le plus absolu, ça va faire boule de neige et on ne fera que s'embourber jour après jour. Donc, urgence, oui. Commencer demain, non. Il fallait commencer hier. Et les deux, je dirais, travaux en même temps. Mais le moyen long terme dont on parle, ce mapping dont on parle, c'est une histoire de 6 mois où il faut essayer de répertorier ce qu'on a comme avantage concurrentiel en termes naturels, en termes humains ou autres, et en fonction de cela, mettre sur pied n'importe quel plan et former notre jeunesse. Mais ça prendra du temps. Nous, on a besoin en gros à peu près de créer quelque chose comme 1 million d'emplois pour la prochaine décennie. J'avais le sourire, je dirais, moi, quand j'ai entendu parler Ben Ali de 300 000 emplois par an, d'autres parlent de 500 000 emplois par an. Il faut être réaliste, il ne faut pas promettre la lune. Immédiatement, il y a des économies qu'on peut aller chercher dans une meilleure transparence dans le secteur fiscal, dans une meilleure gouvernance qui donnera, je dirais, peut-être 100, 200 points de base supplémentaires qui malheureusement ont été perdus dans cette anarchie, etc., etc. Mais ma crainte, c'est que on est plus ou moins en train de revenir à la période post-7 novembre 87, parce qu'on voit aujourd'hui, du jour au lendemain, des gens débattre de sujets qui n'ont aucun lien avec l'intérêt national, l'intérêt, je dirais, du pays, l'intérêt de ces chômeurs qui, si ils n'ont pas de réponse, je dirais, à moyen et à court terme, continueront à créer de plus en plus de problèmes. Et surtout que la géopolitique aujourd'hui, ou plutôt la situation économique régionale ou internationale, a changé énormément. Auparavant, on pouvait très bien, je dirais, se faire aider par tel ou tel organisme supranational. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Oui, c'est vrai que suite au G8 ou suite, je dirais, aux différentes annonces faites par tous les supranationaux, il y a de l'aide à venir. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas une aide sous la forme de subvention. Ce n'est pas une ardoise qu'on efface du jour au lendemain. Ce sont des prêts à moyen et long terme qui coûteront de l'argent. Or, aujourd'hui, notre dette n'est pas encore remboursée. On a à peu près une dette qui pèse à peu près 42% du PIB. Aujourd'hui, si on regardait le spread pour tout ce qui est credit default swap sur la Tunisie, alors qu'on avait emprunté à l'époque sur le marché Samouraï sur des taux nominaux de 7,5, on est à peu près à 11,5, 12%, voire beaucoup plus. Donc, la réalité est vraiment alarmante. Et ce qu'il faut donc, c'est la paix. Et ce qu'il faut, c'est les bonhommes au bon endroit. Or, jusque-là, je ne les vois pas. Simon Sefpa, par rapport à cette situation alarmante, justement, et cette urgence qui a été bien soulignée, donc aujourd'hui, après l'échéance des élections et de l'Assemblée constituante,
Est-ce qu'on est prêt maintenant pour redémarrer l'économie du pays? Ce qui a été dit est très important, parce qu'en fait, il faut choisir une méthode de gestion de ce qui est urgent d'une part, et ce qui est important d'autre part. Mais un élément manqué pour cette prise de décision, c'est la légitimité. Ben Ali a perdu toute légitimité. Mais heureusement pour nous, Tunisiens, nous avons un acquis merveilleux, à part les femmes et les hommes de ce pays qui ont été éduqués. Et Bourguiba a peut-être joué un rôle, mais je pense que je dois rendre hommage ici à la maman tunisienne, à la mère tunisienne, parce qu'elle posait toujours la même question à ses enfants: est-ce que vous avez mangé, est-ce que vous avez étudié? C'était toujours les deux questions qui revenaient. C'est la mère juive tunisienne Bon. Et nous nous retrouvons aujourd'hui dans une Tunisie qui a perdu toute légitimité et le peuple a pris ses affaires en main. Cette légitimité est en train de revenir par les toutes premières élections libres, qui ont été précédées par un débat et qui ont été organisées par une instance supérieure indépendante, des élections LISI, tuniso-tunisiennes de A jusqu'à Z. C'est vrai que l'Europe a envoyé des observateurs, etc. Le sénateur de Paris, Yves Pozzo di Borgo, qui est allé superviser ça, a déclaré sur la chaîne parlementaire qu'il était non seulement émerveillé par la manière dont ces élections ont eu lieu, mais qu'il était, et là c'est important pour l'avenir des jeunes, qu'il avait constaté qu'il y avait des innovations technologiques qui n'existaient pas même dans des élections du monde occidental. Par exemple, quand on allait faire la queue pour voter en Tunisie, on avait la possibilité par téléphone d'envoyer par SMS le numéro de sa carte d'identité nationale et on recevait immédiatement le bureau de vote où on votait et le numéro du registre qui est gardé parmi tous les numéros et la page où c'était. Ça faisait gagner un temps absolument merveilleux. Donc il y avait toutes ces innovations. La Tunisie aujourd'hui est dotée d'une assemblée nationale constituante. Son travail, et là nous travaillons depuis longtemps déjà, sous forme de groupes parlementaires, etc., sur des programmes économiques, sur l'urgent et sur l'important. Ça c'est le grand chantier. Il y a eu le petit chantier qui est les élections. L'urgent et l'important, c'est deux choses, on y revient tout le temps. L'emploi et la création de valeur qui est distribuée de manière équitable. Pour cela, nous avons besoin d'infrastructures, sans augmenter la dette. Il y a des moyens de le faire, nous le disons. Nous allons avoir une conférence en décembre avec la Banque européenne de reconstruction et de développement, qui a aidé les pays ex-communistes à aller vers la croissance, pour mettre en place les mécanismes d'investissement en infrastructures. Revenons à ces deux points, la dette et l'emploi. Monsieur Madden, comment faire pour l'emploi concrètement? Il faut d'abord cesser de parler en termes d'emploi uniquement. Il faut parler en termes d'activité économique, parce que toute la solution ne viendra pas uniquement de l'emploi. Et le problème de l'économie tunisienne, c'est qu'on n'a pas développé suffisamment l'esprit d'entrepreneuriat. Un élément fondamental à développer sur les prochains mois et que le gouvernement transitoire aurait pu développer plus tôt et que le gouvernement, quel qu'il soit actuel, devra développer, c'est comment permettre à beaucoup de Tunisiens d'intégrer le monde de l'activité économique. Et là, il y a une réponse très simple. La microfinance pourrait être une réponse puissante aujourd'hui en Tunisie. Je vais vous donner quelques chiffres. Le potentiel de bénéficiaires de projets de microfinance relevant de la microfinance a été estimé en 2009 dans une étude faite par l'Union européenne sur la Tunisie. Aujourd'hui, ça a explosé, c'est bien au-delà de ces chiffres-là. Le potentiel est de 1 million de bénéficiaires potentiels. La microfinance touche jusque-là 200 000 personnes, c'est-à-dire qu'il y a 80% du potentiel qui n'a pas été touché. La microfinance, Ben Ali en avait peur, parce que la microfinance, ça se passait dans les quartiers où la police n'osait pas entrer. Donc il se méfiait de ces gens qui étaient au contact des populations. Il y a là un élément puissant pour donner de l'activité. C'est le moyen pour développer les PME. Non, il n'y a pas un moyen, il n'y a pas une recette unique. Il y a le déploiement de plusieurs moyens. Mais la microfinance pourrait permettre, gérer correctement, pourrait permettre de donner de l'activité sur les 3 années à venir. Il n'y a pas de baguette magique. Sur les 3 années à venir,
de l'activité à 450 000 personnes, ce qui ne représente que 50% du potentiel non touché aujourd'hui par la microfinance. Ça, c'est 2011 est pratiquement une année perdue, une année blanche sur le plan économique. Comment redonner confiance aux opérateurs économiques nationaux et étrangers? 2012 sera plus difficile que 2011. Disons-le franchement, et c'est la langue de bois qui prévaut partout, où on voit des ministres des Finances nous dire 2012 nous allons faire du 4,5% de croissance. Je mets au défi qui que ce soit, 2012 sera une année plus difficile. Elle sera plus difficile pour plusieurs raisons. Pourquoi ? D'abord, parce que le gouvernement actuel a mangé son pain blanc. Il a usé de toutes les possibilités qui lui étaient entre ses mains, et 2012, le nouveau gouvernement n'aura pas ces facilités. Je m'explique. Premièrement, on a maîtrisé les prix, on a empêché les prix d'augmenter et de répercuter sur l'économie tunisienne l'évolution des prix internationaux, des matières premières agricoles et autres. La caisse de compensation en 2011 pèse 3,3 milliards de dinars sur le budget de l'État. C'est 5% du PIB. On peut difficilement aller au-delà. On explose. On ne pourra pas non plus maintenir les prix indéfiniment à ce niveau-là, au niveau où ils sont. C'est très bien de l'avoir fait pour la paix sociale. Il n'y avait peut-être pas d'autres solutions. Si, il y en avait. Donc ça, c'est un premier élément. Ça veut dire que les prix, globalement, l'inflation va repartir. Bien sûr. C'est mécanique. On a maintenu les prix artificiellement pendant un an. Il va bien falloir les libérer. C'est comme une cocotte où vous mettez cocotte minute, où vous mettez le doigt sur la soupape. Ça dure quelque temps. Ça finit par exploser. Non, mais ça veut dire que Je peux continuer sur les éléments qui vont faire que 2012 sera plus difficile que 2011. Mais c'est inquiétant alors. Mais bien sûr, c'est inquiétant. Surchauffe, inflation et les salaires n'augmentent pas ou les moyens de subsistance ne sont pas là, ça veut dire que les lendemains vont être... Attendez. Avant de donner un jugement, il faut dresser tout le tableau. La Tunisie a choisi de se débarrasser d'un système qui ne l'a mené nulle part. D'accord ? Donc si on n'avait rien fait, le malade serait mort. Bon. On a un malade qui a subi une opération, qui doit sortir de cette opération. Il y a ce qu'on appelle chez nous les financiers la courbe en J. Quand on envoie son fils ou sa fille à l'université, on débourse de l'argent. Ça devient un revenu négatif. Mais avec le diplôme, le travail, le revenu s'améliore et la lettre J s'écrit. La révolution. C'est plutôt un I, là. Ben, non, pas du tout. Non. La Tunisie a subi le début du J. Elle a perdu 5% de son produit intérieur brut le premier mois de la Révolution. Elle s'est remise au travail qu'à un quart. Aujourd'hui, on va terminer l'année avec plus 1 ou plus 2%. Cela veut dire qu'en une année, on aurait produit les 5 perdus plus les 2. Donc on aurait atteint un taux de 6 à 7%. Ce n'est pas catastrophique pour un peuple qui a passé beaucoup de temps à faire une révolution. Et on va continuer, je suis d'accord avec Radi, quand il dit que 2012 va être une année difficile. Mais c'est l'année de la mise en place des grands choix. L'emploi, ce n'est pas des jobs que l'on donne à des gens, c'est d'abord des jobs que l'on se crée soi-même. C'est l'entrepreneuriat. Et quand je parle avec les banques internationales, je leur dis, vous voulez investir pour des prêts, la Tunisie ne compte pas aller au-delà des 40-42% de dette. Par contre, si vous voulez ramener des fonds de capital risque pour financer les jeunes Tunisiens et les jeunes Tunisiens, et je terminerai en donnant un exemple concret pour illustrer ce qu'il a dit, quand j'étais patron de banque représentant l'État à Tunis, j'ai monté un fonds autorisé par le fisc tunisien dans lequel je mettais de l'argent que le fisc devait recevoir. Il m'a dit mettez-le là-dedans et j'ai mis le double de la part des actionnaires. Je finançais les Tunisiennes et les Tunisiens, comme le disait Radi, en posant que 3 questions. Connaissez-vous votre secteur ? Est-ce que vous êtes compétent ? Est-ce que vous avez un marché ? Et est-ce que vous êtes propre ? Justement, et à ce niveau-là, j'ai financé énormément de projets débutants. Le jour où j'ai quitté la banque, l'ordre a été donné à mon successeur de fermer ce fonds. Pourquoi ? Parce que la 4e question n'était pas posée. Est-ce que vous êtes membre du parti ? Et voilà l'un des éléments, et je suis totalement d'accord avec Radi, il faut aller maintenant dans les régions, nous sommes prêts, nous avons préparé ça dans nos commissions parlementaires, que les membres du gouvernement vont faire leur travail, nous allons faire le nôtre, et nous allons entrer dans les régions avec ces fonds-là, un monsieur qui s'appelle Auerbach, qui a son entreprise à New York,
est venu à 76 ans à Tunis dire « Moi, je veux faire du capital risque dans ce pays, j'y crois ». Et il faut mobiliser cela. Et la Constituante a été élue pour faire la Constitution d'abord. Justement, je voudrais avoir la nous allons voter, nous allons, c'est l'Assemblée nationale constituante. C'est une assemblée nationale. De M. Malo, en tant que financier, par rapport à cette question. J'ai vu qu'il n'était pas tout à fait d'accord. Non, on dirait qu'on vit dans deux différents mondes ou qu'on a vécu dans deux différents mondes. J'ai eu la chance aussi d'avoir travaillé durant 2 ans et demi en Tunisie. J'étais actionnaire, directeur général donc d'une petite banque d'affaires. J'étais directeur central au sein de la Main Bank. Bon. Je n'ai jamais vu, je dirais, pour tout ce qui est financement à travers les fonds SICAF ou autres, la question si on faisait partie de telle ou telle partie. Par contre, des fois, il y avait des dossiers qui étaient entre guillemets pistonnés, qui passaient. Et le problème qu'il y avait sur le financement, je dirais, des PME, PMI dans un sens large, alors qu'il y avait, je dirais, une sorte d'incentive, une sorte de support gouvernemental à travers le FOPRODI à l'époque, le Fonds de promotion et développement industriel, c'est que dans la plupart du temps, un technicien tunisien qui maîtrise donc son sujet, qui peut créer vraiment de la valeur, employer des gens, s'il n'avait pas des assets, des biens en dehors du projet réel et sérieux qui pouvaient donner en garantie, il ne pouvait pas boucler son schéma de financement, il ne pouvait pas avancer. Mais il n'y avait pas cette histoire de parti ou copinage de ce côté-là. Mais il y avait des dossiers qui étaient, pistonnés, qui passaient directement. Ça, c'est un premier point. Deuxième point concernant la partie private equity ou les fonds d'investissement actions qui désirent venir investir en Tunisie, je peux en parler en connaissance de cause. Nous avons monté une plateforme de fonds SICAV droit luxembourgeois sous les standards internationaux. Et notre souhait, c'était, avant que cette révolution arabe ne démarre 14 janvier, c'était justement d'investir dans des PME, PMI, dans la zone Afrique du Nord en particulier. Pourquoi ? Parce que nous sommes convaincus que c'est à travers ces PME, plus que, la micro-entreprise, que M. Radimed souhaite avoir, mais qui est aussi primordiale dans ces pays, qu'on arrive à créer le plus d'emplois dans un laps de temps très rapide. Réellement, quand on parle aux supranationaux, et nous sommes en pourparlers continus avec ces supranationaux, sur la zone Afrique du Nord et en particulier sur notre Tunisie, hormis les engagements qui ont été pris auparavant sur des fonds de private equity, quelques-uns d'entre eux sont gérés par des sociétés tunisiennes dignes de ce nom, hormis ces engagements antérieurs aux événements du 14 janvier, aujourd'hui, toutes, ou je dirais quasiment toutes, elles n'ont aucune envie pour débloquer de l'equity sur notre Tunisie. Donc cessons de dire que l'Occident va venir pour investir de l'equity. L'Occident, ou plutôt les institutions financières internationales, oui, elles sont en train de parler d'une volonté politique pour venir, ça a été largement exprimé lors du G8, mais c'est à travers une dette. La dette, il faut la payer. Or, nous sommes déjà endettés. Donc il faut regarder la réalité en face, il faut cesser d'avoir cette langue de bois, il faut remettre à César ce qui appartient à César, il faut cesser de parler de Ben Ali ou autre parce que il faut absolument qu'on tourne cette page et on aura largement le temps après pour passer en revue toutes ces choses-là devant la justice. Et d'ailleurs, quand on parle de justice et on parle de paix jusqu'à ce jour, on était en train d'en parler tout à l'heure, si vous rentrez sur la base de données d'Interpol, ni Ben Ali ni son épouse sont recherchés, il n'y a aucun mandat d'arrêt international. Donc de quelle paix sociale parlons-nous ? De quel souhait, de restructurer parlons-nous ? Et de quelle Tunisie rêvons-nous ? Donc on a eu notre doigt bleu pour ces élections. Comment allons-nous voir, notre futur rose demain si on ne sait pas, tous mettre un peu d'eau dans notre verre de jus. Voilà. En fait, nous ne sommes pas là pour défendre Ben Ali. Il faut que ce soit très clair et son équipe. Tout à fait. Mais pour revenir, vous parlez de nouveaux modèles économiques là, c'est-à-dire une rupture totale avec l'ancien modèle économique. Il faut absolument rompre avec l'ancien modèle qui est archaïque. Et pas seulement notre Tunisie est confrontée à ce modèle-là, plutôt à rompre avec cet ancien modèle. Regardez la France. Notre Tunisie est en voie de sous-développement, est un pays sous-développé, mais la France est en voie de sous-développement. Donc le monde a changé, donc il y a 36 000 tonnes qui est nouvelle. Les pôles géopolitiques ont changé, il faut absolument vivre sans temps. Est-ce que par exemple c'est dans l'intérêt de la Tunisie de continuer à s'appuyer autant sur l'Europe et sur des pays en Europe qui sont touchés durement par la crise ? Bonne question. C'est une très bonne question, mais pourquoi allez-vous suivre juste l'Europe alors qu'on a prêché pour une globalisation où on parlait d'un monde village ? Donc un monde village doit me permettre demain de regarder
Peut-être, et pourquoi pas en Libye ou en Algérie, mais pourquoi pas au Venezuela, pourquoi pas en Arabie Saoudite, etc. etc. Oui, soyons raisonnables quand même. On ne change pas une réalité du jour au lendemain. Tout à fait. Aujourd'hui, la Tunisie fait 80% de ses exportations, de son commerce extérieur avec l'Europe. Il est important que la Tunisie diversifie son commerce extérieur, mais ça ne se fera pas du jour au lendemain. On peut dénoncer des situations de rente et de privilèges que nous avons hérités de l'ancien régime qui faisaient que toutes nos voitures en Tunisie, quand vous êtes en Tunisie, quasiment toutes nos voitures sont européennes. Et 80% de ces voitures sont peut-être françaises. Alors que quand vous allez dans les pays du libéralisme, les États-Unis par exemple, vous voyez d'abord des voitures japonaises, vous voyez ensuite des voitures coréennes, des voitures américaines et quelque peu des voitures européennes. Et pourquoi? Parce que les concessionnaires automobiles en Tunisie, c'était la famille. C'était 3 ou 4 familles apparentées, alliées, familles directes. Et alors comment on fait pour se dégager de cette dépendance? Il faut casser d'abord, il faut faire son homework chez nous. Il faut casser les situations de rente et de privilèges. Il faut permettre à l'initiative privée de se développer. Et l'État n'a pas à s'ingérer dans des quotas automobiles. On a vu des quotas automobiles annotés par Ben Ali lui-même pour dire rajouter 100 voitures ici, enlever 100 voitures là. Mais c'est strictement scandaleux. Sur la question du financement des investissements, vous avez été tous d'accord dans la première partie du débat pour mettre en avant la nécessité de rééquilibrage en matière d'investissement et de développement au niveau national au bénéfice de zones qui ont été laissées pour compte. Mais qui doit consentir les investissements massifs pour que cette politique de rééquilibrage voit le jour? L'État, est-ce qu'il faut s'endetter à l'extérieur? Non, attendez. Qui dit investissement ne dit pas nécessairement endettement. Je suis désolé, mais là, je dois dire ma position totalement différente. Oui, justement. Moi, je dis, l'investissement ne veut pas ipso facto dire que c'est de l'endettement. Pourquoi? Parce que pour l'infrastructure, il y a différents modes de financement d'un investissement. On peut emprunter, financer et rembourser éventuellement, augmenter la dette de l'État. Ça, c'est la méthode classique. La Tunisie ne veut pas s'y engager. Elle a vu où ça a amené la Grèce, l'Italie et d'autres pays. Même si elle en est loin. Même si elle en est loin. Si elle en est loin. Mais je vous donne un chiffre quand même qui est inquiétant. C'est que en janvier, le déficit du budget de l'État représentait 2,5% de la PIB en Tunisie. Ce qui est merveilleux. C'est au-dessous des 3% de Maastricht. Et petit à petit, comme l'a dit Radi, il fallait que ce gouvernement transitoire bouche des trous à droite et à gauche, etc. En août, nous étions à 5,7% de la PIB pour le déficit du budget de l'État. Donc le nouveau gouvernement qui est en train d'être constitué actuellement va hériter d'une situation qui est difficile. Parce qu'il y aura un déficit du budget de l'État qui est plus que le double de ce qu'il était au début de l'année, mais c'est la partie de la courbe en J. Si on ne s'endette pas, comment finance-t-on? Eh bien, on finance par les nouvelles méthodes qui sont utilisées actuellement. D'abord, les partenariats publics-privés doivent être maîtrisés dans l'intérêt de toutes les parties. Je ne parle pas en théorie. Quand j'étais représentant de l'État dans une banque, l'État m'a chargé de nettoyer le lac de Tunis, 3000 hectares d'eau, d'aménager le tiers de la ville de Tunis autour, c'est le lac, 1200 hectares. Et l'État m'a dit, nous avons demandé un emprunt à la Banque mondiale, il nous a dit, ah non, c'est trop long. On est allé sur les marchés financiers, comme l'a dit monsieur, c'était trop cher. Donc, il fallait trouver une autre méthode. Et ils ont trouvé une méthode participative avec un groupe saoudien qui nous a permis d'ouvrir une SICAV et une SICAF à Bahreïn. Nous avons, sur la base du business plan, mobilisé des sous, en grande partie à partir de ce groupe saoudien, mais avec d'autres partenaires. Ils ont tous participé à cet investissement en achetant des certificats d'investissement. Ce n'était pas des prêts, ce n'était pas des obligues, c'était des certificats d'investissement qui ne votaient pas, mais qui avaient une partie du bénéfice. Jusqu'à maintenant, tous les mois de juillet, cette entreprise distribue des bénéfices à ceux qui ont misé sur la Tunisie et la dette de l'État n'a pas été augmentée d'un seul centime. Ça, c'est un exemple pour un projet qui a coûté $1 milliard à l'époque.
si on devait actualiser, c'est plusieurs milliards actuellement, sans la construction au-dessus. Donc, ça c'est un exemple que je donne. On peut en donner plusieurs. Sur un développement régional. L'innovation financière permet et permettra à la Tunisie, à d'autres pays comme la Tunisie, je pense à l'Afrique au sud du Sahara, parce que ça c'est la prochaine zone d'émergence. Et nous, dans le cadre de Davos, je fais partie du groupe de préparation, nous travaillons sur ce que nous appelons la Méditerrafrique. Nous voulons faire un lien entre la Méditerranée du Sud et l'Afrique subsaharienne qui constitue une zone d'émergence forte et les synergies sont importantes, absolument. Vous avez vu ce qu'il fallait faire et à partir de ce moment-là, je vais vous dire quelque chose que j'ai appris, j'ai appris une chose dans la banque, c'est que c'est toujours l'argent qui court derrière les bonnes idées et jamais les bonnes idées derrière l'argent. Donc, créons une zone d'émergence et nous allons voir que les investisseurs du monde viendront investir et que même les investisseurs du Golfe qui ont perdu 2500 milliards de dollars pendant la crise de subprime, la Tunisie c'est 40 milliards par an, eux ils ont perdu 2500 milliards de dollars pendant la crise de subprime et ils sont échaudés, maintenant ils veulent retourner vers l'économie réelle. Créons en Tunisie, créons dans le Maghreb, créons en Afrique les conditions d'un développement d'économie réelle en partenariat participatif. Voilà le mot-clé. Monsieur Mahloul, comment les rassurer, ces investisseurs, et les attirer vers notre... Le vrai problème, justement, concernant tout ce qui est investissement des étrangers, c'est la visibilité. Voilà. Comment allez-vous convaincre un investisseur étranger de venir investir en Tunisie alors qu'il n'a aucune visibilité, ni en termes d'avantages, ni en termes de coûts de production, ni en termes de continuité. Donc, voilà où est le problème. D'ailleurs, même au niveau souverain, on a vu notre rating des côtés. Il est toujours, je dirais, sous surveillance négative. Donc, si la balance commerciale se détériore davantage, si on continue pour des raisons, je dirais, pour calmer la pression sociale à utiliser quelques, je dirais, pourcent en plus donc de croissance pour compenser davantage la caisse de compensation ou pour créer, je dirais, une augmentation de salaire pour tel ou tel secteur, je pense que rapidement on va être downgradé. Et si on l'est, ça va créer, je dirais, plus de complications pour les investissements étrangers pour venir en Tunisie. Donc aujourd'hui c'est encore précoce de parler je dirais, de ramener les gens du Golfe pour venir en Tunisie. Eux aussi, ils ont leurs propres problèmes. Nous, on est aux Émirats et on est, je dis, notre base d'actionnariat est composée de gens de toute la zone du Golfe. Même aux Émirats Arabes Unis, ils ont des problèmes de liquidité. Et les grands groupes qui sont en général des groupes familiaux, même s'ils ont des liquidités, ils préfèrent les garder donc pour leurs propres besoins de trésorerie, parce que les banques ont commencé, je dirais, à prêter moins qu'auparavant. Et les pratiques de financement de name lending, c'est-à-dire on vous prête parce que vous appelez monsieur X ou Y, d'ailleurs c'est la même pratique qui s'est passée en Tunisie durant des années et des années, donc n'est plus d'actualité parce que les régulateurs ont serré un peu les vannes, et les régulateurs ont serré un peu les vannes à cause de la crise, parce que donc la BIS, donc la Bank of International Settlement, les oblige, je dirais, à respecter certains ratios prudentiels. Mais il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Pour créer de la visibilité, il faut mettre de l'ordre chez nous, et là je rejoins justement l'idée, ou plutôt la recommandation de Sirad, c'est que on est responsable de notre sort à ce stade-là, il faut qu'on soit responsable, il faut qu'on soit à la hauteur de ce que nous avons su faire le 14 janvier, il faut laisser toutes les intentions personnelles de côté pour pouvoir créer, encore une fois, je l'espère, le miracle tunisien. Parce qu'on a su, durant des années, avec un PIB modeste, de créer une croissance plus ou moins raisonnable. On a parlé du tissu des PME tunisiennes, on a parlé aussi de la micro-entreprise et donc par analogie des très petites entreprises que vous appelez de vos voeux. On n'a pas parlé des grands groupes tunisiens. Or, il y a une particularité tunisienne, c'est qu'on a vu apparaître des grands groupes qui se sont diversifiés, qui se sont restructurés, mais aucun d'entre eux n'a la stature ou la pointure internationale. Aucun d'entre eux n'est numéro 1 sur son secteur ou sur son marché. Est-ce que on peut accompagner ces grands groupes tunisiens à franchir ce pas qui leur fait défaut, en espérant susciter des créations d'emplois ou entraîner une partie de l'activité économique dans leur sillage? Oui.
Vous avez raison, c'est une très bonne question, parce que le développement passe aussi par la création et l'émergence de champions régionaux. Et la Tunisie, si on regarde le classement des entreprises africaines, il n'y en a pas une seule entreprise tunisienne qui apparaît dans les 10 premières. On est très loin dans les classements. C'est vrai que le pays est petit, mais je voudrais quand même faire une nuance importante. On parle de grands groupes tunisiens, mais souvent ce sont des conglomérats et non pas des groupes organisés pour devenir des champions dans un métier ou un autre. C'est des conglomérats, et d'ailleurs, un de mes amis a un jour établi une matrice où on voit les 11 premiers groupes tunisiens en ligne, et en colonne les différents métiers, les différents secteurs d'activité. Et ils sont tous, il y a une dizaine de secteurs d'activité, ils sont tous dans l'immobilier, ils sont tous dans le commerce, dans la distribution, dans l'automobile, un peu dans la téléphonie, quand la proximité politique leur a permis d'être dans la téléphonie, etc. Et donc, ils sont sur des secteurs de rente. Ils ne sont pas partis faire face à la concurrence internationale. Cela dit, il y a des groupes qui sont différents de cela. Je voudrais citer un groupe, le groupe Elloumi par exemple, le groupe Kofat, qui est présent au Portugal, en Hongrie, en Égypte. Ils font du câble automobile. Ils font des composants automobiles et essentiellement dans les faisceaux de câble. Et ils sont fournisseurs des grands noms Mercedes, Volkswagen, General Motors, etc. Ça prouve que c'est possible de faire. Il faut renforcer, donner les moyens. Encore une fois, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Il faut casser les situations de rente et de privilèges. Les grands groupes qui se sont enrichis de par leur proximité du pouvoir politique ne peuvent plus perdurer. Ça veut dire qu'il faut s'attendre à des restructurations, à des cessions d'actifs et à la constitution peut-être de groupes ayant des profils différents. Et il faut pousser les groupes à la performance, il faut les pousser à l'international, il faut internationaliser, favoriser l'internationalisation de l'économie tunisienne, parce que c'est notre seule voie de salut. Ce n'est pas 10 millions d'habitants avec un pouvoir d'achat du 10e européen, c'est-à-dire en termes de pouvoir d'achat, la Tunisie tout entière, c'est 1 million d'Européens. C'est une ville de taille moyenne, on n'en parle pas. Il n'est pas question de concevoir cette ville déconnectée de son environnement. Et son environnement, c'est nécessairement le Maghreb, c'est nécessairement l'Europe. Et donc c'est difficile, pour revenir à la question de tout à l'heure. Et je voudrais peut-être terminer mon intervention pour dire qu'il faut revenir aux fondamentaux. Il faut dédiaboliser la dette. La dette, c'est pas le diable. La dette, tout dépend ce qu'on en fait de la dette. La dette n'est ni bonne ni mauvaise. C'est l'usage qu'on en fait qui est bon ou mauvais. Ça peut avoir un effet de levier ou un effet de massue. Bien sûr. Si on fait de la dette comme on a fait pendant les 9 derniers mois en Tunisie, c'est-à-dire pour équilibrer la balance commerciale, c'est-à-dire in fine pour permettre de continuer à importer des voitures de luxe, c'est très mauvais parce qu'on ne va pas laisser aux générations d'après de rembourser la dette de ce qu'on aura consommé nous. Mais si on fait de la dette pour investir, créer de la valeur ajoutée, créer de l'emploi, c'est très bien, j'applaudis des deux mains pour cette dette-là. Et pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, Mons, les critères de Maastricht, qui ne s'appliquent pas à nous, qui ne s'imposent pas à nous. Nous sommes à 42%, les critères de Maastricht en matière de dette, c'est 60%. Donc nous avons une marge considérable en matière de dette. Et un dernier mot sur la banque islamique et les financements participatifs, parce que c'est la banque islamique, et sur l'Afrique et l'émergence. Je suis à la tête d'un groupe de sociétés dans les services qui réalise 82% de son chiffre d'affaires en Afrique subsaharienne. Donc, ça prouve qu'il y a un vrai marché et de tout notre développement depuis 10 ans vient de notre croissance sur ces marchés-là. Mais c'est limité quand même parce que c'est valable pour les services, ça sera plus difficile pour les biens, parce qu'il y a des problèmes de logistique, il y a des problèmes de culture, de la consommation, d'adéquation de la demande à l'offre tunisienne. Tout ça, c'est des problèmes compliqués. Dans le temps, mais c'est en pleine progression. Bien sûr, c'est limité pour un pays comme la Tunisie aujourd'hui, mais les perspectives sont immenses. Mais les perspectives ne sont pas sur les 2-3 prochaines années. Il faut les travailler, il faut améliorer nos conditions de compétitivité pour pouvoir accéder à ce marché-là. Et je terminerai sur la finance islamique. La finance islamique est souvent de la cosmétique. Donc, quand on dit il n'y a pas d'endettement, ça peut coûter plus cher et ça peut être une autre forme d'endettement maquillé qui peut coûter plus cher. Je le sais puisque j'ai travaillé
grâce à Monsef, pendant 19 ans, avec des groupes dans la finance islamique. Monsieur Malouk, commentaire. Je voulais à l'occasion de la question de Monsieur Gors, ajouter quelque chose que je crois être pertinent, c'est que les groupes tunisiens aujourd'hui ont payé pendant les 10 ou 20 dernières années le prix de la chape de plomb de la mauvaise gouvernance. La plupart des chefs de groupes tunisiens, quand vous leur parlez, quand la Banque mondiale vient les interviewer, quand ils sont loin des micros, ils parlent des difficultés de serrage qu'ils subissent. La Tunisie aujourd'hui est le premier exportateur de composants automobiles dans le monde qui ne fabrique pas d'automobiles. C'est le top. Donc la Tunisie a pu percer, malgré toutes les difficultés d'autres secteurs qui sont effectivement diversifiés, peuvent faire beaucoup plus. Mais dès qu'un groupe grandit au-delà d'un certain niveau, il est immédiatement phagocyté par un membre du groupe à la Suharto qui avait 7 enfants qui sont répartis les 7 secteurs de l'économie indonésienne jusqu'à ce que cette économie ait suffoqué. Donc les groupes tunisiens aujourd'hui sont aussi la chance de la création d'emplois par l'exportation, sont la chance de la conquête de marché, sont la chance d'un point que je n'ai pas évoqué jusqu'à maintenant, d'une ouverture des frontières. Quelqu'un devait monter un projet à Tunis, il a vu la Libye qui se libérait, il a vu les 150 000 Tunisiens qui ont quitté la Libye, les 250 000 qui se préparent à aller avec des niveaux de compétences beaucoup plus élevés, c'est des ingénieurs qui partent, alors que c'était des ouvriers qui sont rentrés parce qu'ils vont travailler sur le pétrole libyen qui est cassé, donc l'ENI et Total sont en train de les recruter, les médecins, les paramédecins, les infirmières sont en train d'aller en Libye, 250 000 sont en train d'y aller. Et maintenant il me dit, je vais monter mon projet à Zarzis, dans le sud tunisien, à la frontière. Et si demain l'Algérie comprenait que c'était dans son intérêt, elle s'ouvrirait aussi. Et c'est cette entité ouverte qui donnerait, d'après les calculs que la BUI a fait, 2 points de croissance de plus à chaque pays. Donc quand on parle de conglomérat dans l'automobile, Renault a bien essayé avec l'usine au Maroc de monter une usine avec les Renault véhicules industriels avec l'Algérie qui a capoté, et en Tunisie elle fait que du commercial. Demain, les partenaires vont nous regarder comme une région si on se proposait comme une région. La Libye est importante, l'ouverture sur l'Égypte est importante. Là, vous parlez, Mansour, de l'ouverture du marché maghrébin. Évidemment. Le chef d'entreprise tunisien sera installé à Benghazi. Qui n'a pas très bien fonctionné jusqu'à maintenant. Non. Le Maghreb, c'est la région du monde... L'intérêt des familles ne le permettait pas. Pas uniquement l'intérêt des familles, mais la gouvernance des autres pays également. Oui. On a mis en place l'intérêt des familles des autres aussi. On a mis en place au niveau de l'Union du Maghreb arabe en 89 une architecture institutionnelle qui le destinait définitivement à ne jamais fonctionner. On a multiplié les organes. Le seul organe décisionnaire là-dedans, c'est le Conseil des présidents. Il ne s'est jamais réuni depuis 1993. Justement, on va consacrer une émission sur le Maghreb, justement le Maghreb économique. C'est parce qu'on n'en voulait pas. Les peuples en veulent, mais les dirigeants n'en veulent pas. Et là, je souhaiterais qu'on revienne à la question maintenant du modèle économique, pour justement... Alors peut-être juste une question qui fait le lien avec ça. Je m'aperçois personne n'a évoqué la mobilisation de l'épargne nationale. Est-ce qu'il n'y a rien à faire sur ce plan-là? Il y a des fortunes, pour partie placées à l'étranger. Est-ce qu'il n'y a rien à faire dans cette phase très intéressante de reconstruction nationale pour essayer de mobiliser davantage l'épargne nationale et la diriger vers l'investissement productif? Oui. Les banquiers vont répondre. Donc moi je peux répondre parce que j'ai travaillé sur la question aussi. L'épargne nationale en Tunisie est déjà à un niveau élevé. L'épargne en Tunisie se situe autour de 14% du PIB. C'est extrêmement important. C'est élevé. C'est extrêmement élevé. Donc les marges sont limitées. L'épargne nationale, il ne faudrait pas que l'État aujourd'hui lance un emprunt obligataire pour lever encore plus, parce que tout ce qui lèverait pour faire fonctionner la machine administrative viendrait en moins pour l'investissement productif et le secteur privé. Déjà que le secteur privé n'arrive pas à se faire financer correctement par un appareil financier et bancaire en Tunisie qui a troqué depuis longtemps la culture du risque contre la culture de la garantie, si en plus on lui assèche les marchés, donc il y a peu de marge de manœuvre de ce côté-là.
Je voudrais qu'on revienne donc sur le modèle économique à venir. M. Nabil Maaloul, les priorités à court terme. Stabilité, consensus national, le bonhomme au bon endroit, priorité pour résoudre l'immédiat ou les choses qui auraient dû être résolues hier, mais en même temps travailler sur le moyen et le court terme pour préparer la Tunisie de demain. Construire de l'infrastructure, des routes, des autoroutes, des rails de chemin de fer par des modes de financement différents de la dette, faire accéder toutes ces zones de Kasserine, de Sidi Bouzid, etc. Au reste du monde. Quand leurs entreprises commenceront à fonctionner comme les entreprises chinoises dans la campagne chinoise fonctionnent, elles ne sont pas à Shanghai, elles sont à 300, 400, 500 km de Shanghai et elles fonctionnent bien parce que l'infrastructure fonctionne. Se lancer tout de suite dans des projets d'infrastructure, associer les Tunisiennes et les Tunisiens à la construction elle-même dans les PPP, ça donnera du travail tout de suite aux petites et moyennes entreprises qui seront sous-traitantes, et puis lancer des concours de création d'entreprises. Nous allons lancer le premier concours à Kasserine avec des jeunes qui, au lieu d'être assis toute la journée, consultent Internet. Ils veulent avoir le wideband aussi pour avoir Internet. Et ils veulent soumissionner à des appels d'offres. Ils veulent vendre des services à partir de Kasserine. Pourquoi pas? Chose qui n'était pas possible avant parce qu'avant, il fallait étrangler Internet. Voilà les autoroutes, ou leur ouvrir des autoroutes tout de suite et faire des concours pour trouver du capital pour financer 2 entreprises, mais en faisant un festival pour que même ceux qui n'ont pas eu d'argent aient de l'espoir. L'année prochaine, ce sera nous. Merci, Simon Sof. Monsieur Medel. Moi, je pense que l'urgence des urgences, elle était l'urgence au 14 janvier, elle demeure l'urgence aujourd'hui et elle est l'urgence demain, c'est l'emploi. C'est comment donner de l'emploi aux populations et surtout et à toutes les catégories, y compris les chômeurs diplômés, primo-demandeurs d'emploi. Donc, plusieurs pistes. Premièrement, c'est créer 10 institutions de microfinance dans les 10 gouvernorats de l'intérieur démunis, qui pourraient créer immédiatement 10 000 emplois directs et qui pourraient donner de l'activité sous un an à 100 000 personnes. Ça, c'est la première des actions. 100 000 personnes. 100 000 personnes. 100 000 personnes, ce n'est que 10% du potentiel qui est là à demander. Mais il faut beaucoup d'encadrement dans les sociétés de microfinance, dans les institutions de microfinance. Beaucoup d'encadrement, d'où les 10 000 postes d'emploi qui sont des postes d'emploi destinés à des diplômés de l'enseignement supérieur. Donc ça pourrait être un chantier immense tout de suite. Deuxièmement, lancer des chantiers d'intérêt national qui pourraient améliorer le quotidien des populations. Lancer des chantiers pour ceux qui n'ont pas, qui ne sont pas diplômés de l'enseignement supérieur, des chantiers de plantation. Nous avons 8 millions d'hectares en Tunisie qui sont menacés de désertification. Donc la lutte contre la désertification, les chantiers d'intérêt collectif. Il y a énormément de choses à cela et en plus favoriser l'appropriation par les populations de l'Internet et des outils de la modernité. Créer tout de suite 500 cyberbases à travers le pays avec 10 personnes dans chaque cyberbase, c'est 5000 emplois directs qui permettraient d'initier les populations à l'usage d'Internet et à son appropriation. Merci à nos invités de nous avoir éclairés sur le paysage économique en Tunisie. Merci à M. Dors, M. Saillant de s'être joint à moi pour animer cette émission. Au revoir et à la prochaine émission sur Al-Qara.